Bon, bonjour, désolé pour le temps de mise en place. Je vais peut-être fermer la saut. Très bien. Web service, sécurité, vous n'êtes pas trompé de ça, surtout. Allez, allons-y. Il est quelle heure? Allez, on a dit 2 mois. Je réfléchis à en fait. Donc, déjà, on va placer tout ça. On va parler des IWS, on va parler des jetons JWT. Avant de parler de tout ça, je voudrais rappeler 2 ou 3 petites pratiques, bonnes pratiques, faciles à mettre en place. On ne voit pas beaucoup chez vous, pas assez chez vous. Donc, l'architecture IWS, ça c'est dans la doc IBM le dessin, d'accord. L'architecture IWS, c'est un serveur Apache en frontal qui est facultatif, un serveur Java qui est derrière. Dans le serveur Java, vous avez une application qui automatise le fait de prendre une requête HTTP et d'appeler un programme RPG, pour simplifier, d'accord. Ça, c'est le rôle du serveur Java. Les 2 serveurs ici fonctionnent tous les 2 sur HTTP, sur des IP, des ports qui sont différents entre les 2. Mais première chose, vous pouvez, mais vous devez certainement, mettre des certificats SSL au niveau de l'Apache, au niveau du Java, pour que les données qui sont des factures de vos clients, des choses comme ça. On s'est débrouillé pour démarrer. Bon, merci beaucoup, Romain. L'idée des certificats, c'est que ça va empêcher le fait que toutes vos données passent en clair sur le réseau. Les données qui passent en clair sur le réseau, c'est extrêmement facile à lire, et à regarder, sinon à modifier. Mais souvent, on trouve un seul certificat TLS ici, c'est une bonne idée. Ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas besoin ici, que vous pouvez très bien avoir des clients, des appels de web service, qui passent directement au Java sans passer par la couche Apache. Et là, vous êtes tout en clair, c'est tout open, il n'y a pas de problème. Donc, première chose, mettez les certificats des 2 côtés, c'est le minimum. D'autant plus que j'en ai plein pour la suite. Vous pouvez mettre des certificats. Certificat, ça peut être le même ou pas le même, d'accord. Moi, je vous recommande de mettre des certificats différents, ça coûte pas cher. Mettre un certificat auto-signé ici, parce que celui-là, vous ne le verrez jamais ressortir. Côté Apache, ça dépend comment vous l'utilisez. On pourra en reparler, mais en tout cas, vous pouvez mettre des certificats. Vous pouvez les gérer tous les 2 au travers de TCM, ou ça peut être des certificats qui sont faits par vos services. Si vous avez des services chez vous, vous remplissez des formulaires et vous donnent des certificats, vous leur expliquez à quoi ça sert dans les là-dedans. Dans tous les cas, ça se gère avec l'HTTP admin et DCM, et on sait changer les configurations avec les assistants qui sont et gérer les certificats avec DCM. C'est super vite parce que je récupère un retard sur cette première partie. Donc, les assistants, vous les connaissez, c'est les assistants classiques. Je l'ai mis 2 slides parce que le premier, ça ne se voit pas trop, mais c'est pour le serveur Apache. Et la deuxième slide, c'est pour le serveur Java, qui a des options un petit peu différentes, qui permet aussi d'aller chercher des certificats dans des keystores Java, etc. Mais on peut aussi aller les chercher dans des CMC. C'est de la configuration classique, mais on rappelle, c'est de dire, n'oubliez pas de le faire, parce que souvent, quand même, c'est léger. N'oubliez pas de vous mettre un petit rappel aussi à l'expiration du certificat, moins 1 mois, pour penser à renouveler avant que votre serveur redémarre pas. Bon, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un serveur Apache, c'est facultatif. Mais si vous faites un serveur Apache, c'est que vous avez une bonne raison de le faire. En général, dans l'Apache, on va aller mettre de l'authentification, on va aller mettre de la réécriture d'URL, on va mettre des règles de reverse proxy, de choses comme ça. Si vous n'avez rien de tout ça, ne mettez pas de serveur Apache, ne vous embêtez pas, d'accord? Mais quand vous mettez le serveur Apache, en général, c'est qu'il y a de l'utilité, il y a du paramétrage dedans. S'il y a de l'utilité à ce qu'il y ait un serveur Apache, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y ait des petits malins qui fassent des appels directs en fait au Java sans passer par Apache. Parce que sinon, ils construisaient toutes vos règles que vous avez mis en frontal. Donc, ce qu'on vous conseille aussi, c'est potentiellement, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire tout le temps, mais potentiellement d'interdire. C'est tactile, hein. Et donc, évidemment, de forcer le passage par l'Apache. Si vous interdisez par en bas, il faudra passer par en haut. Okay.
Et donc là-dessus, au niveau des fichiers de configuration du serveur Apache, alors j'ai remis où c'était parce que, ok, il y a une liaison entre les adresses depuis lesquelles on peut invoquer l'Apache. Et donc, toutes les IP sont autorisées par défaut. On change cette entrée en disant simplement j'autorise le 127.0.0.1, c'est le localhost de la machine elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'Apache techniquement qui est capable de faire l'appel, mais ça veut dire qu'il faut déjà être sur la machine pour pouvoir faire l'invocation du code Java. Donc déjà, ça vous limite un petit peu, ça vous empêche en tout cas d'avoir des clients totalement externes à la machine qui peuvent attaquer votre Java. J'ai pris ces deux-là, et puis ouais, j'ai la petite démo. En fait, si on passe par le serveur Apache, ça se passe bien. Si on passe par le serveur Java, bah, pour le coup, on a un petit refus de connexion. Il y en a d'autres, des bonnes pratiques. J'ai vraiment pris ces deux-là parce que c'est encore une fois, ça fait partie des choses qu'on voit le plus souvent et sur lesquelles c'est extrêmement facile de pouvoir modifier de lignes de configuration et ça. Ouais, après, ça fait plus délicat. JWT, c'est 3, 2, 12. JWT, c'est des JSON Web Token. L'idée, c'est de dire que quand on va faire quand on va appeler des services, il y a un moment, on va vouloir authentifier les utilisateurs, c'est-à-dire être sûr que la personne, c'est bien la personne qui fait la demande, et en plus qu'elle a bien le droit de faire cette demande-là. Il y a deux choses, en fait. C'est l'authentification et l'autorisation. C'est deux choses différentes, mais les jetons peuvent porter les deux. Et je vais vous montrer comment ça se passe, mais déjà, on ne va pas tout faire des trucs là. On a eu fait des choses à la main, on sait le faire en RPG, on a eu fait aussi d'autres périodes pour des clients. On sait faire des choses comme ça à la main, c'est jamais que du JSON derrière. Mais il y a une petite facilité qui est fournie avec les serveurs de web service. Les serveurs de web service sont basés sur ce qu'on appelle un profil Liberty. Liberty, c'est une sorte de WebSphere light, en fait, qui a des fonctions assez intéressantes, mais qui est fait pour être léger en termes d'empreinte mémoire et de performance, et qui embarque de fait un certain nombre de fonctions qui sont utilisables. Le serveur IWS, il est basé sur Liberty, et en gros, voilà, il sait faire que du web service. Toutes les autres fonctions ont été virées des fichiers de conf. Voilà, on a dit comment on allait faire. Donc l'idée, c'est pas moi. Alors, il y a quelqu'un qui est fort en Mac. En fait, pour retrouver ça me paraît bien. Non, c'est pas ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, il m'a dit la souris en bas à gauche. OK. Donc, l'idée, c'était de dire que je vous ai remis la littérature, mais c'est pour dire que AWS est basé sur Liberty, qui lui-même fait l'objet d'une norme quant à Liberty. Ce qui m'intéresse, c'est que dans Liberty, il y a des capacités de générer et de consommer, c'est plutôt valider des jetons, c'est-à-dire vérifier que quand on reçoit un jeton, il émet bien de la personne qui devait l'émettre avec un certain mécanisme. Donc, on sait faire ça en RPG, mais ça fait du code un peu compliqué. Autant le faire directement par la configuration de Liberty. À quoi ça ressemble un jeton JWT? Ça ressemble à ça. C'est parfait pour les humains. D'accord? C'est juste un morceau de Java qui est réencodé en base 64 pour passer tranquillement avec n'importe quel caractère tordu sur le réseau. D'accord? Il y a trois parties. Vous avez un en-tête qui va définir simplement que c'est un jeton JWT, mais surtout qui va définir un algorithme de cryptage qui sera utilisé par la suite. Après. Mais il y a un en-tête qui définit simplement le véhicule technique, on va dire. Ce qui nous intéresse particulièrement derrière, après, c'est ce qu'on appelle le payload. C'est là où vous allez mettre des données utiles du type quel est le profil technique, quel est son petit nom, quelle est la date de validité du jeton, c'est-à-dire on peut se connecter avec ce jeton pendant 1 heure, 10 minutes, etc. À quoi sert ce jeton?
sert à créer un client, il sert à avoir des propriétés du client, peut-être pas forcément les deux. Donc là-dedans, il y a un certain nombre d'éléments standardisés, et puis vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez à l'intérieur en plus. Et la dernière partie du jeton, elle est vraiment en binaire. C'est pour ça qu'on va en code en base 64 en réalité. La dernière partie est vraiment en binaire. C'est une signature du jeton, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux premières parties, le header, le body. On va calculer la signature avec une clé privée. On va garder le hash et en fait, on transfère ça. L'idée étant de dire que si quelqu'un prend ce jeton, modifie quoi que ce soit à l'intérieur, la signature ne correspondra plus au jeton. On pourra dire que le jeton il a été bricolé, il n'est pas fiable, il n'est pas valide. D'accord? Donc il y a un mécanisme, je reviendrai dessus après, il y a un mécanisme de clé privée publique qui permet de coder le jeton pour l'un et de vérifier le jeton pour l'autre. Et bien sûr, il faut la clé privée pour pouvoir citer le jeton. J'ai mis un certain nombre, donc dans le payload, il y a un certain nombre de valeurs qui sont standardisées. Elles sont pas facultatives, mais celles-ci sont standardisées. Si vous les mettez, elles doivent avoir cette signification, parce qu'elles sont gérées dans les outils comme ça. Sinon, vous mettez, vous, des valeurs à vous, les appelez comme vous voulez. L'idée du jeton, c'est de dire que une fois qu'il a été généré, vous ne pouvez plus y toucher, puisque si on touche quelque chose à l'intérieur, on change la signature, c'est le même jeton. Quand il est modifié, vous ne pouvez pas y toucher. Il sert à authentifier un utilisateur. On va échanger, au lieu d'échanger un profil de mot de passe, en gros, on va échanger ce jeton-là. On va dire, voilà, c'est moi au travers de ce jeton. L'avantage du jeton, c'est qu'avec la signature, on a la preuve que c'est bien moi qui l'ai encodé, puisque ça correspond à ma clé. C'est ça l'idée. Donc, c'est là. Il est passé sur le réseau, il est encrypté. Vous n'avez pas besoin de le décrypter, vous le repassez tel quel, si c'est le même encryptage. Ça passe, d'accord? Donc, ça, il y a une vraie sécurité qui vient en plus là-dessus. C'est des architectures légères, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur en plus qui fait les contrôles. Si vous voulez aller plus loin, on peut encrypter toutes les données, on peut faire un tas de trucs avec. On va rester basique déjà pour mettre en place une première fois, parce que bon, c'est par le début. Allez, j'ai remis un petit dessin simplement. Ça explique simplement que la signature, c'est vrai pour le jeton JWT, c'est vrai à peu près pour tout ce qui porte une signature, d'accord? Vous avez une clé privée qui permet de générer la signature et vous avez une clé publique qui permet de vérifier que la signature, simplement, est bien la bonne. Donc la clé privée, celui qui émet le jeton, évidemment, il se la garde, c'est grâce à cette clé privée que personne ne connaît qu'on peut vérifier que c'est bien nous qui avons émis le jeton. Et la clé publique, elle est nécessaire uniquement pour valider la signature qui est dans le jeton. Donc évidemment, avant de commencer à travailler, on va déjà échanger des clés, on va générer des clés. Et puis, si je veux, moi, vous envoyer des jetons, je vais garder la clé privée chez moi, mais je vais vous donner ma clé publique. Ou avec ma clé publique, vous pouvez vérifier que c'est bien moi qui l'ai fait. C'est la même mécanique avec du SSH, par exemple, ou avec tout ce qui est crypto au sens large. Donc, ce qu'on appelle des clés asymétriques. Évidemment, on ne peut pas perdre la clé privée. Le scénario qu'on fait pour la suite, c'est de dire que ici, on a un client d'API REST, alors que ce soit un programme RPG, j'ai fait en SQL pour les captures d'écran parce que c'est très fort, c'est parfait. Un programme Windows que vous voulez, n'importe quoi, qui soit capable de communiquer avec mon IBMI sur du HTTP. L'idée, c'est de dire que je vais lui demander d'aller chercher un jeton, on fait d'habitude. Je vais lui demander d'aller s'authentifier sur un service de jeton en disant fabrique-moi un jeton pour moi. C'est plus facile que de le faire moi-même. Et ce jeton, ensuite, je vais aller le présenter à un service IWS classique. Si mon jeton est valide, mon service va s'exécuter. Si mon jeton n'est pas valide, mon service va refuser la connexion. C'est ça mon scénario. C'est une simplification de ce que vous allez trouver dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en général, ici, l'idée est de dire qu'avec cette mécanique-là, vous êtes capable de s'intégrer dans des API Gateway, API Manager, ce genre de produits qu'on trouve de plus en plus, qui vont générer de façon assez uniforme tout ce qui est sécurité. C'est mon objectif. Donc évidemment, j'ai mes clés privées côté génération de jetons, j'ai ma clé publique côté validation. Et puis on ne va pas faire du code, on va faire de la configuration. Il n'est pas déçu. On a déjà fait le code, il n'est pas drôle.
Je suis passé dessus, mais déjà, au niveau AWS, ça nécessite certificat TLS, voire les 2 premières slides, sur l'instance Java, évidemment. Et ici, dans cet exemple que j'ai fait là, je n'ai pas besoin du serveur Apache. C'était pour simplifier un petit peu le flow du. Toujours dans mon fichier de configuration du serveur Java dans AWS, dans le serveur.xml, il y a un certain nombre de features, de fonctionnalités qui sont disponibles. Et donc, par défaut, il y a le SSL, le transport, la sécurité, etc. Vous pouvez rajouter une fonction qui s'appelle JWT. Voilà, on va trouver facilement. Version 1.0 ici. Ça y est, ça il y avait un déphasage. Ah, pardon. Dès que vous enregistrez le fichier serveur.xml, ça active ce qu'on appelle un nouveau endpoint, une nouvelle URL sur l'instance Java, JWT avec des fonctions derrière, et c'est directement utilisable. Ça va marcher, il manque encore un petit peu de conf à rajouter derrière pour lui dire des trucs, mais les serveurs ici nous demandent une authentification. Ce qu'on appelle une authentification basique en HTTP, c'est le profil mot de passe. Pourquoi il nous demande une authentification? Moi, je vais lui demander un jeton. Donc, je vais lui dire, moi, je m'appelle, je vais lui donner mon profil technique. Je ne vais pas dire, moi, je m'appelle Nathanaël, je vais dire, moi, utilisateur NB sur cette machine, s'il te plaît, donne-moi un jeton. C'est mon profil technique, évidemment, qu'il faut que je lui indique à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a une authentification. L'authentification, c'est vrai pour AWS tout court, là je suis dans le HTTP admin tout court. Dans la partie sécurité, vous avez ici ce qui s'appelle le User Registry, c'est-à-dire comment je fais l'authentification. Est-ce que l'authentification est basée sur des profils utilisateurs IBMI? Est-ce qu'elle est basée sur une liste de validation? J'ai jamais réussi à le faire marcher avec ça, je ne sais pas pourquoi, ça marche très bien d'habitude. Là, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Je ne sais pas. Si vous y arrivez, vous m'appelez. Et vous pouvez sinon indiquer un fichier XML sur l'IFS qui décrit quels sont vos utilisateurs avec leur mot de passe. J'ai fait, rigolez pas. Et donc, évidemment, alors, je disais, on vous déconseille d'utiliser des vrais profils IBMI puisque ça veut dire que celui qui veut un jeton doit avoir un vrai profil technique sur la machine sur laquelle il demande le jeton. C'est pas, ça peut donner potentiellement des droits d'usage qu'on ne peut pas donner. Donc, on préfère passer en fait par ce fichier XML de configuration qui est vraiment que de l'information logique. Il n'y a pas de vrai profil utilisateur derrière, on ne peut pas se connecter avec. C'est juste, j'ai mis un profil, un mot de passe valide dans une case à cocher, mais ça ne représente rien d'autre. Pas de droit derrière, pas de vrai profil. Par contre, il y a des mots de passe en clair dans le fichier de conf, donc évidemment, vous me mettez public exclude, etc., d'accord, sur le fichier de configuration. Vous me mettez par contre QW service ici, c'est le profil qui exécute mon serveur AWS. Il faut que le serveur AWS ait quand même accès en lecture au fichier de configuration pour valider le profil et le mot de passe. Mais vous mettez rien d'autre comme droit là-dessus, c'est une évidence. Si tous vos utilisateurs sont au login, de toute façon, vous ne pouvez rien sécuriser, donc ce n'est pas ça le problème. J'ai pris un raccourci, ce n'est pas totalement faux. Donc, on a activé JWT, on lui a indiqué des profils et des mots de passe pour permettre une authentification. Il y avait d'autres solutions, mais j'ai pris celle-ci. Il nous manque encore des petits bouts de configuration pour que tous les morceaux s'emboîtent. Toujours dans notre fichier de configuration du serveur, on va pouvoir définir ici ce qui s'appelle un JWT Builder, donc la configuration pour le morceau de code Java qui va construire le jeton JWT. Et on va lui indiquer plusieurs petites choses. On va lui indiquer un identifiant. Alors, l'identifiant est important parce qu'on va le retrouver sur l'URL qui va permettre de générer le token, l'URL d'appel pour pouvoir générer un token. Ça veut dire que vous pouvez en faire plusieurs. Différents, des comptes différents.
on va lui indiquer quel est le certificat qui contient la clé privée qui va nous servir à signer le jeton. Et donc, on va lui indiquer le nom du certificat et le magasin de certificat, le default keystore, on voit après, ça correspond au magasin de système dans DCM dans ce cas-là. Ça peut être un certificat qui est sur l'IFS, ça peut être autre chose. Mais il faut lui indiquer où est la clé privée, en gros. Et puis, on va pouvoir lui indiquer ensuite, le reste est facultatif, on va pouvoir lui indiquer, par exemple, le nombre de secondes de validité du jeton. Il expire 3600 secondes après sa création. On va pouvoir lui indiquer une audience. Une audience, c'est le ou les rôles du jeton. À quoi il va servir. Vous pouvez définir des champs qui vont servir à la lecture, d'autres à la création, définir différentes choses. Là, c'est valeurs multiples. Le JTI, ça permet de définir des jetons à usage unique. Donc, vous l'avez consommé une fois, on ne peut plus le consommer sur le serveur. J'ai mis oui à tout, je me suis amusé. Et le issuer, alors là, je l'ai mis sous forme d'URL, ce n'est pas une obligation. Ça identifie quelle est la personne qui vous a donné le jeton. C'est absolument pas, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre la vraie URL technique, hein, d'accord? C'est une information logique. Bon, en gros, vous êtes obligé quand même de définir un minimum de choses. Le minimum, c'est un identifiant et c'est le certificat. C'est le minimum qu'il va nous falloir pour faire un jeton chez WTI qui est là. OK. Alors, étant donné que je vous dis que j'ai un certificat, là, JWT UII 24, je vais mes captures parce que j'avais mis UUI. Faut encore vérifier que j'ai un certificat qui corresponde, d'accord? Donc, dans DCM, j'ai créé un certificat que j'ai appelé subtilement JWT UI 24. Il faut bien que ça corresponde au caractère au truc, hein, d'accord? Mais votre serveur fait référence au certificat qui est là-dedans. Et le magasin de certificats, il est déjà déclaré dans votre fichier de conf. Il y a un default keystore qui correspond au fichier qui correspond au magasin. On n'a pas fait grand-chose, on n'a fait que de la conf. Hein. On a fait quoi? On a fait un certificat, c'est pas compliqué. On a activé la fonction JWT et on met un petit pavé JWT Builder pour indiquer 2-3 attributs minimum. Une fois qu'on a ça, normalement, on est pas mal. J'ai remis simplement, j'ai mis tous les liens à la fin de la présentation, mais j'ai remis quelques liens ici au fur et à mesure quand même qui disent comment on fait pour trouver les valeurs qui sont possibles ici dans la configuration. En fait, on ne va pas aller dans la doc IBMI sur ce coup-là. C'est la doc WAS Liberty qui correspond encore une fois à l'implémentation AWS. Et dans la doc WAS Liberty, il y a la documentation du JWT. On indique quels sont les attributs possibles. Et c'est ces attributs-là que vous pouvez indiquer dans le fichier de configuration. Voilà. Bon. Vous tapez ça dans un navigateur, vous renseignez, je n'ai pas mis la capture, vous renseignez profil mot de passe correspondant à ce qu'on a dans le petit fichier XML des utilisateurs. D'accord? Et ça vous produit un truc comme ça vous renvoie un token dans un document de JSON, donc c'est pour ça que c'est JSON token 2 points la valeur du token, encodé en base 64, etc. Mais plutôt bien. Encore une fois, c'est pas fait pour être humainement lu. Vous prenez ce token, vous le copiez-collez dans, par exemple, allez là-dessus, jwt.io, c'est parfait pour faire du JWT. Prenez votre token, vous le copiez-collez là-dedans, et lui, vous l'analyse, il vous dit, voilà ce qu'il y a dans l'entête qu'on a générée. Il y a un KID, alors c'est optionnel dans la norme, d'accord, mais c'est parce que j'ai demandé des jetons avec des uniques. Il y a cette clé qui est générée ici. Le type JWT et l'algorithme RS256 qui permet de calculer le hash, d'accord, de calculer la clé. Au niveau de l'entête, je n'ai pas grand-chose à dire. Et puis, surtout au niveau du payload, au niveau du deuxième document JSON, d'accord, je vais retrouver un certain nombre d'infos. J'ai essayé de remettre en face, en fait, à quelle partie de la configuration ça correspond. Donc, j'ai une audience qui était configurée ici. Donc, dans le fichier de configuration, ça s'appelle audience. Dans le jeton, ça s'appelle aude. Maintenant, qui est comme ça. Dans laquelle on va retrouver des valeurs que j'ai indiquées ici. On va retrouver le fait que j'avais demandé du JTI. Du coup, on me génère du JTI. L'issuer et
les dates d'expiration. Alors, ça, c'est la date d'expiration, ça, c'est la date de génération. Ce qui compte, c'est de dire qu'entre les deux, entre les deux, j'ai bien ce nombre de secondes d'écart. C'est pas vrai parce que j'ai refait mes captures, je les avais fait à 60 secondes de démarrage. Mais c'est bien cette différence-là qui est entre les deux valeurs. Bon, c'est juste pour faire le lien entre tout ce qu'on a fait dans la conf et vraiment le jeton tel qu'il est généré. Bon, et ben, ok, pour la génération du jeton, on est pas mal. Il y a quand même 2-3 autres valeurs. Le RIAM, le RIAM, c'est le domaine, d'accord? C'est le domaine pour lequel le jeton est généré. On peut rajouter ça. Le domaine, il dépend directement de la configuration du serveur. J'ai laissé les valeurs par défaut, c'est pour ça que c'est pas le RIAM, mais vous pouvez le changer. On dit qu'il n'y en aura qu'un seul au niveau du serveur AWS. OK. Alors là, j'ai fait dans un navigateur, j'ai tapé l'URL et puis j'ai saisi du profil mot de passe quand on m'a affiché la fenêtre navigateur de demande d'authentification basique. Vous voulez mettre ça dans du code? Compliqué, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué. En SQL, c'est pas compliqué. HTTP GET l'URL, et puis vous avez des options en SQL dans lesquelles vous pouvez mettre le basic autorisation, basic authentification, pardon, profil, virgule, mot de passe. SQL s'occupe tout seul de prendre le profil, le mot de passe, d'encoder en base 64 et de passer ça dans l'entête de la requête. Et si vous préférez, vous faites à la main. Et ça vous renvoie directement la valeur du token qui va bien. Évidemment, encore une fois, il faut bien prendre des profils, enfin des users qu'on a définis dans notre fichier des utilisateurs. Donc jusque-là, un petit peu de configuration et pas de difficulté de manipulation. Ça s'arrête à quelle heure? Oh, on est là. Bien, on est bien. Ça, je détaille pas. J'ai mis 2-3 petits soucis que j'ai rencontrés au fur et à mesure. J'ai fait mes tests. Alors, je vous en fais partager parce que ça peut vous soulager si vous y allez aussi. Les petits problèmes que j'ai rencontrés. D'accord? Première chose, quand vous avez des problèmes persistants, vous arrêtez, vous redémarrez, des fois ça va mieux. Ça vous irait dessus si vous avez besoin. Donc, un petit peu de configuration, on est capable de générer des jetons. Maintenant, le jeton, ok, on l'a généré, on l'a récupéré. Le but du jeu, c'est de pouvoir consommer un service avec le jeton. Donc là aussi, avec IWS, on va pouvoir faire le paramétrage miroir, j'allais dire, par rapport à celui qu'on a fait, qui est celui de validation d'un jeton. Donc le principe va être un petit peu le même. Alors, j'ai déployé un petit service pour avoir quelque chose à tester qui soit autre chose que la conversion de température. Quand même. Voilà. J'ai repris l'exemple qui est dans les exemples SQL. Quels sont tous les profils qui ont HoloBJ, soit en direct, soit par un profil de groupe. Donc, normalement, vous n'en avez pas plus de 4-5. OK, donc ça, c'est le déploiement par SQL du service classique. L'idée, c'est de dire, là, je l'ai déployé sans sécurité, sans rien du tout, pour montrer le service. Je tape l'URL du service dans un navigateur, je l'ai mis en get et je lui ai demandé de récupérer du HTML. Donc, je mets ça dans un navigateur, il m'affiche la liste des profils qui sont actifs et qui sont HoloBJ. C'est des informations. Tenir, il peut commencer à faire des petits tests, d'accord? Vous commencez à se connecter à certains services. Vous avez des services qui ne désactivent pas les profils quand on essaie de se connecter avec un pile de main. Ça, il ne faut pas le montrer. Donc, comme il ne faut pas le montrer, on va le sécuriser un peu plus. Là, c'est mon scénario. Bon, première chose. Vous pouvez, au niveau de chaque service sur IWS, on peut aller indiquer, on peut demander à avoir une authentification, profil mot de passe, et on peut demander et on peut définir des utilisateurs, ce qu'on a déjà fait côté création des jetons, c'est la même mécanique, mais vous pouvez aussi définir des rôles et des groupes. Et pour chacun des services, on pourra dire
c'est tel utilisateur et où c'est tel rôle et où c'est tel groupe. On peut définir vraiment des configurations plus avancées. Donc ici, pareil, j'ai fait un petit fichier dans lequel j'ai défini un certain nombre de rôles, les administrateurs, les personnes qui sont restreintes, ceux qui ont tous les droits. J'ai défini un certain nombre d'utilisateurs, puis j'ai défini des groupes. D'accord? Et puis, dans mes rôles, j'ai aussi bien rattaché des utilisateurs que des groupes à certains de mes rôles. Au niveau de l'authentification, c'est pareil. Vous pouvez dire j'utilise les fichiers d'authentification ou j'autorise des profils IBMI. D'accord. À mon avis, la bonne façon, encore une fois, les fichiers de configuration. Au niveau du service, quand vous déployez le service, vous pouvez dire, voilà, le serveur vous dit, voilà les rôles disponibles, quels sont les rôles quels sont les utilisateurs qui vont porter quel rôle auront le droit d'exécuter ce service-là. Pas français, ma phrase. D'accord? Quel rôle l'utilisateur doit avoir pour pouvoir exécuter le service? Donc vous avez la liste des rôles, vous les basculez ici, on passe à la suite. Ça ne veut pas dire que vous exécutez techniquement le service sous le profil utilisateur correspondant, d'accord? Ici, quelle que soit la personne authentifiée, j'exécute avec un profil NB. Ça tombe bien, c'est des utilisateurs dans un fichier XML, ce n'est pas des vrais utilisateurs. Alors là, c'est une authentification basique. Hein. Je n'ai pas encore de jetons JWT, mais il y a un lien entre les deux, évidemment. L'idée, c'est de dire, je rappelle ma même URL en faisant ça. On va d'abord, avant de faire quoi que ce soit, me dire, OK, il faut que tu t'authentifies, profil mot de passe. Profil mot de passe correspondant à mes fichiers XML. Pas de problème. J'ai fait avec différents profils, voir comment ils sont écrits juste avant. Ça marche, ça ne marche pas. Mais jusque-là, pas de problème. C'est une authentification classique, ce qu'on appelle l'authentification basique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que ici, je ne voudrais plus avoir une authentification basique. Je voudrais avoir une authentification par le profil JWT. Je veux non pas passer ça, je veux passer a bien le rôle qui va bien pour pouvoir appeler le service. C'est ça que je veux faire. Ça, tout automatiser tout ça. Avantage, on ne passe plus des profils et des mots de passe, on passe un jeton qui est encrypté, qui est sécurisé. C'est ça maintenant. Allez, on y retourne. Sur IWS cette fois, sur l'instance IWS qui me sert cette fois de serveur. Pareil, on va rajouter la fonctionnalité JWT dans le fichier de conf. La fonction JWT, on l'a utilisée tout à l'heure pour construire des jetons, elle nous sert aussi à valider des jetons. Cette fois, on va avoir besoin, pareil, dans le même fichier de configuration. On ne va pas définir un JWT builder comme tout à l'heure, mais un JWT consumer. Un consommateur de jetons. Et dans ce consommateur de jetons, on va redéfinir un certain nombre d'éléments. On va lui donner un identifiant. Bien sûr, là aussi, on peut en avoir plusieurs. Quelles sont les audiences? Là, c'est quelles sont les audiences nécessaires pour pouvoir utiliser ce jeton sur ce serveur-là. Il faut que le jeton porte au moins une audience UII 2024 ou au moins une audience NB. Je n'ai pas inspiré quand j'ai fait les premiers tests. Le issuer, c'est pareil. Ça veut dire qu'il faut que le jeton qui arrive porte, s'il y a l'information dans le jeton, il faut que ce soit la même que le issuer qui soit utilisé. Ça marche. Et évidemment, le premier rôle du consommateur ici, ça va être de vérifier que le jeton il est bien valide sur sa forme technique, c'est-à-dire que sa signature est bonne. Pour vérifier que sa signature est bonne, on va et privé. Et donc, c'est pour ça que ici, vous déclarez également un trusted alias. Donc ça, c'est le certificat. Et le trust store ref, c'est le magasin dans lequel on va trouver le certificat. Donc là aussi, j'ai utilisé le magasin système, DCM. Sur la même machine, mais vous pouvez le transférer d'une machine à l'autre, hein, d'accord? Mais il faut que vous ayez un certificat, en tout cas la partie de la clé publique correspondant à la clé privée qui a servi à faire l'encryption, pour que ça marche. Donc, on active, on dit où se trouve le certificat, on redéfinit quelques attributs. Le default keystore, c'est le même que tout à l'heure.
Et puis, c'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, le serveur IWS, une fois qu'on a fait ça, il va être capable, lui, de prendre le jeton, il va l'extraire, il va le valider. Lui, il va s'arrêter là. Le problème, c'est qu'on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de prendre le jeton, on a besoin d'extraire le nom de l'utilisateur de l'intérieur du jeton, on a besoin éventuellement de faire d'autres choses personnalisées. Et là, vous allez être obligé de faire un tout petit peu de code, un tout petit peu de code Java. Il n'y a pas grand-chose, c'est de lignes, d'accord. Ce code Java, on va voir dans le serveur AWS, on va pouvoir le déclencher automatiquement à l'arrivée de nouvelles requêtes pour tester tout ça. Donc, c'est ce qui s'appelle le TAI. Le TAI, je ne l'ai pas noté ici, c'est le Trusted Authentication Interceptor. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est un code Java que vous allez fournir au serveur qui va être déclenché pour faire une analogie comme un point d'exit sur un IBMI, par exemple, pour faire du contrôle. Et c'est à vous de décider si vous laissez passer ou pas passer. Il est déclenché automatiquement par le serveur AWS. Il doit être compilé suivant un certain modèle. OK, il implémente certaines classes et il doit avoir certains attributs. Et donc, pour ça, déjà, en termes de projet Java, vous aurez besoin de vous appuyer sur certains fichiers jar qui vont implémenter certaines des classes sur lesquelles on s'appuie dans le code. Ces classes-là, vous les trouvez sur l'IFS à l'endroit que j'ai mis ici. En fait, vous avez toute l'implémentation de WS et tous les points jar. Vous allez me récupérer ces trois-là. Vous les ramenez chez vous sur le poste où vous allez développer. C'est bon, vous avez vos dépendances, c'est ça. Si vous faites un projet Java avec Eclipse ou RDI, vous importez les trois classes qui sont là, vous les mettez dans votre chemin de compilation. Vous avez pas de souci. Il faut bien sûr avoir les dépendances de l'environnement AWS. Le code, je n'ai pas mis tout le code, mais je vous le mettrai en off, mais j'ai vraiment mis le principal. Le code, il implémente encore une fois certaines classes et certaines méthodes que vous êtes obligé de respecter. Il y en a une qui s'appelle isTargetInterceptor, dans laquelle vous dites est-ce que cette URL que j'appelle fait partie des choses que je dois gérer dans ce code Java ou pas? Est-ce que je laisse passer tout droit ou est-ce que je dois faire des contrôles dessus et appliquer des règles? Donc là, vous faites ce que vous voulez. On va récupérer par du code Java très rapidement. On va récupérer l'entête HTTP qui s'appelle autorisation. C'est là où on fait passer les authentifications des plateformes W. On récupère tout ça. Si jamais j'en ai pas, eh ben si j'en ai, différent de nul, je suis trop près. Si j'en ai, je continue. On a fait un petit système out, c'est juste pour générer de la log en termes de débugage, ce qui se passe. Évidemment, c'est pas nécessaire de les garder par la suite, mais on imprime simplement ce qu'on a retrouvé. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, je récupère le jeton. Le jeton, en fait, il s'appelle bearer plus tout le jeton encodé en base 64. Et donc, il y a une petite expression régulière qui permet de dire, OK, tu as une autorisation, mais c'est bien un bearer. Et ça correspond bien à trois parties encodées en base 64 séparées par des points. Donc, j'ai du ABC 019 répété un certain nombre de fois, séparé par des points, et je recommence ça deux fois. Est-ce qu'il est bon sur la forme? Si vous êtes dans un contexte HTTPS, c'est-à-dire vous avez bien un certificat et que vous avez récupéré une autorisation qui ressemble à un vrai jeton syntaxiquement valide, eh ben on dit OK, on y va, sinon on dit on n'y va pas. Ça, c'est la première étape. En gros, pour faire simple, vérifiez que vous avez un jeton. Arrêtez, c'est un fichier, je vais trop simplifier. Bon, après, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeton? Une fois qu'on a récupéré, il y a une autre méthode qui sera appelée automatiquement qui s'appelle Negotiate, Validate and Establish Trust. Bon, en gros, tu fais tout ici, d'accord? Une fois que tu as récupéré ton jeton. Donc, on récupère encore une fois ce jeton parce qu'on ne peut pas le conserver entre les deux méthodes. Et l'idée, c'est de dire que, au lieu de faire tout un tas de choses à la main dans le code Java, on va pouvoir instancier un objet qui est un JWT Consumer. On va lui dire de faire référence à la configuration qu'on a fait dans le fichier serveur XML. Et une fois qu'on a fait ça, on lui dit juste, tiens, voilà la chaîne de caractères que j'ai récupérée dans l'entête. Tu me prends ça.
Et est-ce que c'est bon? Si c'est pas bon, j'arrive pas à construire le jeton. Ça, je vais avoir une exception Java, le code va s'arrêter. Bien, j'ai pas copié des catchs. D'accord. À la fin, il y a des catchs qui disent si c'est pas bon, système erreur en println, return false. Bien. Si je continue, c'est que ça s'est bien passé. Mon jeton est valide. L'idée est simplifiée, hein, d'accord. Si c'est bon, je vais aller chercher dans mon jeton, je vais aller chercher des informations. Par exemple, j'ai des claims qui sont voilà, des infos qui sont dans le jeton, je peux aller récupérer au travers de méthodes qui sont déjà fournies dans la classe JWT consumer. Donc en termes de validation du jeton, d'extraction de valeur, il n'y a vraiment pas beaucoup de code à faire, quoi. Il y a 3 lignes pour déclarer l'objet et utiliser les valeurs. Une fois que vous avez compilé votre projet Java, vous l'exportez sous forme de .jar, vous le mettez sur l'IFS de votre machine, et dans l'administration IWS, vous allez aller sur l'onglet TAI, et vous allez indiquer quel est le nom de la classe, quel est l'emplacement du fichier .jar. Ça va servir au serveur IWS pour qu'automatiquement il sache où est le code à appeler quand il y a une requête qui arrive et qu'il faut déclencher le code que vous avez préparé. Donc, on lui demande bien d'activer tout ça. Il faut que vous ayez l'authentification qui soit activée, il faut que vous ayez le TAI qui soit activé. Je reviendrai tout à l'heure sur le lien entre les deux. Il faut que vous ayez, par rapport au serveur qui a donné les jetons, il faut que vous soyez dans le même domaine. D'accord. Il faut que le default real ici ce soit le même, évidemment. Entre le builder et le consumer, il faut qu'il y ait des infos qui matchent, hein, quand même. Justement, c'est fait pour s'assurer qu'on consomme un jeton qui a bien été prévu pour l'usage qu'on est en train d'en faire. Et on est raccord là-dessus. Et ben, après, ça va bien se passer. Donc, maintenant, pour faire l'appel du service. Pour faire l'appel du service, il va falloir, un, que j'aille chercher un jeton, et deux, que ce jeton, je le donne au service que je veux appeler. Alors, aller chercher un jeton, on l'a déjà fait tout à l'heure, HTTP GET quelque chose. Simplement, là, je l'ai un petit peu habillé pour conserver la valeur du jeton. Parce que j'ai besoin de le garder pour pouvoir l'injecter dans l'appel d'après. Donc, j'ai juste créé une petite variable. Je fais le HTTP GET. Ça me renvoie un petit document de JSON qui avait token 2 points la valeur du jeton. J'extrais directement la valeur du jeton avec un JSON value. Je le stocke dans la variable. Hop. Ça, c'est bon, c'est pas cher. Après, pour appeler le service qui est sécurisé. Alors, premier essai, j'appelle le service sans passer aucune information, aucune authentification, rien du tout. Pas de surprise, le service, il me renvoie un code erreur 401. 401, ça veut dire que tu n'es pas authentifié. C'est vrai, puisque je n'ai rien transmis, donc je ne suis pas authentifié. Tout à fait vrai. Donc, deuxième essai, je rappelle le même service à la même URL. La première ligne est exactement la même. Je vais rajouter simplement un en-tête que je demande à transmettre en plus, qui est autorisation, bearer, un espace, plus la valeur du jeton que j'ai récupéré précédemment. J'ai été chercher un jeton, je le transmets au niveau de l'appel. Et cette fois, évidemment, ça se passe plutôt mieux. Cette fois, j'ai un vrai résultat avec, c'est pas visuel, hein, mais j'ai bien ma liste d'utilisateurs au l'OBJ qui ressemble. Si mon jeton n'était pas valide, j'aurais eu du 401. D'accord, il m'aurait dit, il n'y a pas trop de détails pour le coup. C'est pas fait pour vous donner du détail de ce que vous avez mal fait. C'est pour vous dire non, c'est pas bon. Il faut vous donner du détail, vous donner des infos sur comment il faut faire. C'est pas le but. Donc, si votre jeton n'est pas bon, vous retombez sur un 401 qui vous dit l'authentification époque. On est pas mal. Alors, ça génère un petit peu de log quand même. Ça génère un petit peu de log. Les captures sont un peu petites, mais vous verrez ça sur les PDF. Ça génère un petit peu de log. Dans le message.log, on voit les déclenchements automatiques et c'est ça qui m'intéresse. On voit les messages que dans le code Java, on a indiqué par système out println ou système error println, ils apparaissent dans la log. C'est un petit peu le but de la manip. D'accord, donc tout ça, vous l'avez. Ok, j'en ai remis deux, trois ici. Si vous avez demandé du JTI, donc c'est des jetons uniques, et que vous essayez de l'utiliser 2 fois, il y a un message d'erreur qui vous dit que tu essayes de l'utiliser 2 fois.
Donc c'est plutôt pas mal suivi. Et l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir, parce que on a quand même de plus en plus de contextes aujourd'hui, on vous demande de sécuriser. J'ai pris le jeton JWT, mais vous avez certainement de l'autre, vous avez certainement d'autres mécaniques d'authentification qui sont de plus en plus agrégées, uniformisées au niveau de l'entreprise par le haut. L'idée, c'est que nos services web IBMI puissent s'intégrer facilement dans toutes les infras en fait, que vous avez. Et ça va demander forcément à un moment ou à un autre de l'authentification plus forte que ce qu'on sait faire. Donc le JWT, c'est un exemple, on sait faire autre chose, on sait en faire d'autres, d'accord. Le JWT, c'était pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'avec un petit peu de configuration, IWS prend en charge en fait toute la partie compliquée du code. Vous avez principalement à définir vos audiences, vos durées, les issuers, les certificats, pour pouvoir déjà avoir des jetons JWT qui sont bien normés et qui tiennent bien la route avec assez peu de code. Évidemment, toujours, il faudra aller plus loin. Là, c'est temps limité pour dire, voilà, faites ça pas à pas, ça va marcher chez vous, ok, mais si demain vous voulez aller plus loin, évidemment, qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec de l'authentification? Le serveur permet de retester si l'authentification basique correspondante est valide ou pas. On se rappelle du fallback. Vous pouvez personnaliser le code Java plus que ce que j'ai fait, évidemment, derrière. Vous pouvez, là, ici, j'ai tout fait dans le code Java, mais votre code Java peut très bien lui-même aller consommer un autre service de vos API Gateway ou je ne sais pas quoi, qui va gérer de la sécurité pour aller chercher d'autres infos, s'appuyer sur votre LDAP, ce que vous voulez. C'est votre code. D'accord? Mais vous pouvez très bien personnaliser tout ça. Je ne vais pas montrer, mais on peut bien sûr transmettre toutes les informations que vous voulez au code FPJ qui est derrière. Pas changer les paramètres du code FPJ, ça c'est automatisé, mais vous pouvez jouer sur les variables d'environnement, vous pouvez jouer sur d'autres choses qu'on serait récupérées dans le code FPG facilement. Et puis il y a des choses après standardisées aussi qui existent. Tout à fait. Donc maintenant c'est point d'entrée. Derrière, vous avez plein de possibilités pour pouvoir. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'intégration dans vos écosystèmes. JWT et tel quel. J'imagine que vous avez des trucs un peu pointus. Donc, plein de bonnes idées là-dessus. Et puis, encore une fois, l'idée, c'est de dire sécurité, c'est quand même plus sécurisé. On reste quand même sur des parties hyper classiques IBMI. Si vous voulez rester dans des CM, vous restez dans des CM. Si vous préférez aller dans des Java Keystore, vous allez dans des Java Keystore, mais on reste quand même aussi potentiellement sur de l'admin et de la livraison et des choses extrêmement classiques côté IBMI. Ça, on en a déjà parlé. Pas beaucoup de code Java à faire. Il y a quand même quelques lignes. Trouvez un développeur Java dans votre boîte et soudoyez-le. Offrez-lui un verre IBM pour aller boire une bière, je ne sais pas, mais il fera livrer votre Java, ça va bien. Et alors, côté performance, je suis un petit peu sec. Sur ma machine, en Red France, c'est une petite machine, on a des configurations chez nous, évidemment. Je n'ai pas réussi à mesurer l'effet de bord du Java. Je pensais quand même que j'aurais un petit quelques millisecondes à droite à gauche pour aller tester les signatures, le cryptage, etc. Pas significatif sur mes mesures. Donc si quelqu'un a des grosses machines à me prêter pendant une semaine, alors c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord, hein, ça veut dire que ça va réguler une perte de service. Sachant que vous êtes forcément en HTTPS. Donc, par contre, il y a déjà du cryptage du flux HTTP qui vient dessus, qui lui est mesurable et un petit. Je vous ai mis toutes les documentations qui vont bien. Les documentations IBM, principalement Liberty en réalité. Vous n'avez pas trop de liens vers SQL ou RPG, hein, c'est du Liberty pour les configurations. Et puis, évidemment, alors des GitHub ah, c'est marrant, c'est plutôt des gens de CICF qui ont fait ça. Un certain Benoît Marolo, que vous devez connaître aussi, qui avait fait un petit GitHub avec un exemple de code qui va plutôt pas mal. Vous reconnaîtrez la moitié du code. Et puis les références qui vont bien vers les normes, les outils de test. Comment vous pouvez hacker un jeton JWT, à quoi c'est sensible. C'est toujours bien de savoir. Et puis voilà, et puis des petites références que j'ai été piocher un petit peu à droite à gauche pour avoir les bons éléments.
Donc, en gros, c'est de la configuration. Il n'y a pas de complexité de code, très peu. La difficulté, c'est d'aller prendre tous les éléments un petit peu à droite à gauche, les remettre ensemble pour que ça matche. Partie consommateur, partie client, il faut que les deux ils aient les mêmes attributs. Et à partir de là, c'est plutôt pas mal. Je l'ai vraiment fait dans deux instances complètement différentes. Des questions? Bon, bah, la classe. On rattrapage. Des petites questions? Non, j'ai un peu. C'est un peu dense, hein, mais c'est dense, mais encore une fois, il y a 10 lignes de fichiers de conf, hein, à droite et à gauche. Quand vous aurez absorbé la doc, en fait, après, ça va aller très vite. Sur la partie modèle, c'est qui pour l'IFS. Ça, il n'y a que cette méthode-là. Non, c'est donc soit tu as du fichier XML avec tes user mot de passe, soit la liste de validation ici, ça marche très bien. Alors, la liste de validation, c'est intéressant parce que c'est un objet système dans lequel tu as une partie en clair, une partie cryptée naturellement par l'OS, donc c'est typiquement profil, évidemment. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis là, tu rentres dans un truc test BMI avec un objet lié à la sécurité, sauvegarder, etc. Donc plutôt bien aussi. Et les deux m'intéressent parce que les deux ne correspondent pas à un vrai profil IBMI. C'est ça qui m'intéresse dans ces deux-là. La première option, c'est un vrai profil IBMI, et je ne suis pas à l'aise parce que ça veut dire que des gens qui sont des gens, bah, c'est certainement des applications, mais qui sont, je ne sais pas où, parce que je ne sais pas ce que tu vas en faire, avec des personnes connectées, je ne sais pas qui c'est derrière, il faudra leur fournir des vrais profils IBMI. Et je préfère avoir un profil d'exécution technique et une information qui dit c'est pour gestionner un projet. Ça se discute. Il y a des cas où on peut le faire pour des vraies raisons. Mais voilà, mais évidemment, vous me sécurisez ces fichiers-là. Ces fichiers-là, celui qui a accès à la machine. Oui. Là, toute la test. Oui, c'est pas parce qu'on a du jeton qu'au niveau réseau, il ne faut pas fermer les ports, regarder le trafic, etc. etc. D'accord. Au niveau gestion du déploiement, il y a eu des améliorations là, pour passer la conf d'une machine à une autre. Ça dépend où tu es resté. Je crois que c'est loin. Non, il y a des scripts shell qui permettent de faire. Alors, il y a deux façons de faire. Tu as un script qui permet de faire une sauvegarde et l'autre une restauration. Ça marche plutôt bien, mais j'ai quand même des petites frictions avec ça. Il faut vraiment que tu aies exactement le même niveau des serveurs des deux côtés, etc. Moi, j'ai eu pas mal de petits soucis avec. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de faire des scripts qui permettent de relivrer de façon automatique, relivrer par script des services AWS, et tu t'appuies sur un fichier de configuration. Dans le fichier de configuration, d'une machine à l'autre, de recette à développement, enfin de recette à production, par exemple, certainement un nom ou une adresse IP à changer, tu vois, pour que puisse rejouer la livraison plutôt que de faire la sauvegarde restauration. Mais c'est vraiment l'essence du truc, la sauvegarde restauration, ça fonctionne. On a réécrit le code de temps en temps. Ça marche pas mal. Merci beaucoup, je vous libère pour